Bonsoir Navi. Alors Navi est un chercheur, consultant expert en innovation qui maintenant vient de revenir en France après plus d'une vingtaine d'années passées aux États-Unis. Et il vient notamment de publier une note de réflexion pour le think tank Terra Nova, absolument, sur l'économie du partage. Et c'est ce qu'il va justement partager avec nous ce soir. Merci beaucoup Catherine. Alors tout d'abord, je suis très ravi d'intervenir ce soir. Effectivement, ça fait 22 ans que j'habitais aux États-Unis, y compris 13 ans en Silicon Valley. Et donc, c'est une de mes premières interventions en France. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Alors, je vais commencer avec un exemple de ce que j'appelle l'innovation frugale, qui est un sujet que j'ai étudié depuis maintenant une douzaine d'années. Il y a des millions de bébés qui sont nés de façon prématurée dans le monde. En Occident, on les met dans des incubateurs. Ces incubateurs coûtent à peu près $20 000 et nécessitent l'électricité pour les faire fonctionner. Or, $20 000 dans des pays en voie de développement, c'est trop cher et aussi, ils n'ont pas accès à l'électricité de façon fiable. Partant de ce constat, il y a 5 étudiants de Stanford qui sont allés dans un Fab Lab pour prototyper une solution que j'ai amenée avec moi, qui ressemble à ça. Donc, ce n'est pas vraiment un incubateur en plexiglas qu'on peut imaginer. C'est plutôt une couveuse. Et à l'intérieur, il y a un matériau à changement de phase, comme on appelle en anglais, phase change material. Vous mettez ça sur une plaque chauffante, vous réinsérez ça dedans, et ça permet de garder le bébé à température constante pendant 6 heures d'affilée, et ensuite vous avez besoin de replacer sur la plaque pour la réchauffer. Cette solution simple coûte uniquement $200, soit 1% du coût des incubateurs. Et cette solution hyper simple a déjà sauvé la vie de 350 000 bébés à travers le monde en 10 ans. Okay? Donc ça montre effectivement le pouvoir numérique combiné avec ce que j'appelle l'innovation d'usage. C'est vraiment aller sur le terrain pour comprendre quels sont les vrais besoins des utilisateurs et ensuite utiliser le numérique plutôt comme un outil avec sagesse. Alors, cette solution incarne aussi ce que j'appelle le Jugaad, qui est un mot hindi qui veut dire l'esprit ingénieux. C'est le système D ou l'esprit MacGyver, capable d'improviser une solution simple, efficace, avec peu de moyens, dans des conditions difficiles. Et j'en ai publié un livre en 2013 qui s'appelle donc l'innovation Jugaad. Et dans ce livre, en fait, on a identifié 3 qualités qui sont associées avec ces entrepreneurs frugaux qui arrivent à faire mieux avec moins. Ces 3 qualités sont la frugalité, l'agilité et l'inclusion. Et je suis ravi de voir que l'inclusion va figurer dans nos listes de thèmes de l'an prochain. Alors, je vais illustrer rapidement chacune de ces qualités avec un exemple concret et ensuite, on va parler de l'évolution de ce concept vers quelque chose que j'appelle l'économie frugale. Alors, la frugalité, effectivement, ça répond à 2 besoins. Il y a un besoin sociétal, le fait qu'aujourd'hui, il y a 16,5% de la population française qui vit sous le seuil de pauvreté. Il y a 20%, c'est le chiffre pour l'Europe. Donc, il y a effectivement, on peut parler de la paupérisation de la classe moyenne. Hein, c'est un mot choquant, mais c'est la réalité. Donc, les consommateurs recherchent des solutions qui sont abordables. Et puis, deuxièmement, le besoin de faire mieux avec moins, c'est à cause de la contrainte environnementale, où il faut réduire les émissions, certes, mais aussi économiser de ressources naturelles qui se tarifient, comme l'eau, par exemple. Alors, l'exemple qui est assez connu en France autour de la frugalité, c'est Renault, le groupe Renault, qui a lancé en 2004, vous connaissez bien la voiture Logan, qui ensuite a été déclinée sous la marque Dacia et qui représente aujourd'hui 40% de leurs revenus globaux, partant de 0%. Et ils ne se sont pas, en fait, reposés sur le laurier parce qu'ils sont allés en Inde et en utilisant le talent des ingénieurs en Inde, ils ont lancé en 2015 une voiture qui s'appelle Kwid à un prix de 3 500 € en utilisant 3 fois moins en termes de dépenses R&D. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, ils ont ensuite réutilisé la même plateforme de ce véhicule pour ensuite lancer en Chine une voiture électrique qui s'appelait donc la Kwid électrique pour 8 000 €. Et ensuite, l'histoire ne s'arrête pas là. Là, on assiste maintenant à ce qu'on appelle l'innovation inversée, où une innovation d'abord pilotée dans les pays de développement, ensuite trouve le marché dans les pays du Nord.
Effectivement, en mai cette année, cette solution qui s'appelle Quid électrique en Chine a été augmentée avec des fonctionnalités de qualité pour être introduit en France sous le nom de Dacia Spring pour le prix de 12 000 euros. Donc ça, c'est un exemple concret de la frugalité, faire mieux avec moins. L'agilité, on a vu beaucoup durant Covid. Par exemple, en Italie, un docteur, Renato Favero, a adapté les masques de plongée Decathlon pour en fait des respirateurs, vous avez vu leurs articles, en développant un composant qui est imprimable en 3D, qui permet cette conversion de masques de plongée en respirateur. Et ensuite, ils ont mis ça en droit libre sur l'Internet, permettant à n'importe quel entrepreneur ou médecin de pouvoir imprimer localement ce composant. Et ainsi, ils ont sauvé plus de 7000, je crois, à peu près, vies à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment l'idée de se poser la question, pourquoi pas ? Pourquoi pas prendre un masque de plongée et en faire un respirateur ? C'est vraiment l'esprit MacGyver, si vous voulez. Et puis, il y a le troisième qualité, qui est l'inclusion. Et là, effectivement, c'est le fait que dans des pays en développement où on a un phénomène, par exemple en Afrique, qui est extraordinaire, où 90% de la population n'a pas accès à un compte un compte bancaire, mais 90% ont accès à un portable. Donc, on a vu l'explosion des paiements mobiles avec M-Pesa au Kenya, qui permet à la moitié de la population aujourd'hui d'envoyer, de recevoir de l'argent avec le portable sans avoir un compte bancaire. Donc, c'est un continent qui va directement de non-bancarisation à la banque mobile, directe. Okay. Et cette solution a aussi inspiré d'autres entrepreneurs en France, comme Compte Nickel, qui utilisent un modèle phygital cette fois-ci, où ils utilisent les buralistes pour permettre d'activer un compte bancaire en 5 minutes, avec des frais de gestion annuels de 20 euros. Et aujourd'hui, ils ont plus de 2 millions d'utilisateurs pour cette solution-là. Donc effectivement, l'idée, c'est d'inclure autant de gens possible, de rendre vos solutions non seulement abordables, mais aussi accessibles à la majorité de la population. Donc voilà, donc ça c'est les 3 attributs de cet état d'esprit donc ingénieux et frugal. Donc c'est la frugalité bien sûr, mais aussi l'agilité d'esprit et cette empathie qui vous pousse à inclure les gens de sorte que vos solutions soient accessibles à la majorité des gens. Et puis récemment, depuis quelques années, j'ai essayé d'étendre ces concepts de frugalité, d'agilité, d'inclusion en se disant, et si on pouvait développer toute une économie, un nouveau modèle économique qui pourrait incarner ces qualités-là. Et cette nouvelle économie, c'est ce que j'appelle l'économie frugale. J'ai publié un article dans Oui Demain cette année, vous pouvez lire ça. Et cette économie frugale s'appuie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le partage inter-entreprise. Je vais les décliner rapidement et après on pourra approfondir. Le premier pilier, c'est le partage inter-entreprise. Le deuxième pilier, c'est la production décentralisée. Et le troisième pilier, c'est ce que j'appelle la triple régénération qui va au-delà du concept de développement durable. Alors, le premier pilier fait l'objet effectivement de ce rapport que j'ai publié avec le think tank Terra Nova, qui s'appelle « La révolution du partage B2B », parce que de la même façon qu'après la grande récession 2008, on a vu l'essor du partage entre particuliers avec Airbnb, Uber et BlaBlaCar, on est en train de voir l'essor du partage entre entreprises B2B, qui mutualisent, partagent plusieurs types de ressources. Ces ressources peuvent être des déchets, c'est le cas de la Moselle ou une association qui s'appelle Valo, qui est un regroupement industriel, mutualise et partage et valorise leurs déchets industriels de façon synergique, ça s'appelle la symbiose industrielle. Ils utilisent des personnes en insertion pour faire cette valorisation, donc créant un impact social et écologique et économique en même temps. Ensuite, ça peut aussi être des actifs industriels. Il y a des plateformes qui émergent. Alors, je parais peut-être un peu jeune, mais 51 ans, et j'ai travaillé à Forrester Research. Alors, ceux de ma génération, vous vous rappelez, on parlait des marketplaces, des échanges qui, dans les années fin 90, eh ben, ce sera bis repetita. On est en train d'assister à un retour de tous ces concepts-là, avec des plateformes comme Zoometry aux États-Unis. En Allemagne, en Europe, ça s'appelle Laser Hub. Et en France, ça, par exemple, s'appelle l'Entrepère, dans l'Isère, qui met en lien des sous-traitants industriels avec donneurs d'ordre, permettant ainsi d'optimiser l'usage de la machine industrielle et aussi permettant des gains d'agilité pour les donneurs d'ordre. Donc ça, c'est au niveau des actifs industriels. Après, on peut parler de troisième ressource qui est le pouvoir d'achat. On peut mutualiser le pouvoir d'achat, non pas pour taper les fournisseurs sur les coûts, mais plutôt, comme les distributeurs font, mais plutôt pour ce que j'appelle un noble cause. C'est le cas aux États-Unis de Civica RX,
qui est un regroupement de 1500 hôpitaux qui sont mis ensemble pour créer une association à but non lucratif pour fabriquer eux-mêmes plus de 50 médicaments génériques afin de pouvoir s'affranchir de l'emprise des géants pharmaceutiques qui leur chargent beaucoup d'argent et surtout l'approvisionnement est pas prévisible comme on a vu l'an dernier. Et ils ont déjà sauvé la vie aidé 23 millions de patients en 3 ans avec ces médicaments génériques à moindre coût. Ensuite, on va plus loin dans le partage. On peut parler maintenant de partager des employés, des clients et ensuite la propriété intellectuelle. Alors, partage d'employés, on a vu justement durant Covid avec des initiatives, ce qu'on appelle le prêt de main-d'œuvre, où une entreprise en difficulté peut prêter temporairement, avec l'accord de salarié, leur employé à une autre entreprise qui recrute. Il y a eu une multitude d'initiatives. En Occitanie, ça s'appelle Passerelle Industrie. Dans le Pays de la Loire, où j'étais hier à Nantes, ça s'appelle Solutions et Partage, qui permet effectivement de mutualiser ou de partager les employés entre différentes entreprises. Il faut que j'arrête. Oh là, j'ai combien de temps en fait? Il faut que je sache. Je vais être frugal, mais... non, mais j'ai une question d'ailleurs par rapport à ce que vous venez de dire. C'est finalement à qui est-ce que ça s'adresse? Plutôt à des PME, des grands groupes et est-ce qu'il y a une typologie d'entreprise qui est plus adaptée pour aller vers ce partage? En fait, les premiers qui sont lancés dedans, c'était des PME ETI parce que c'était eux qui étaient les plus frappés en fait par exemple la Covid. Et là, on voit de plus en plus de grands groupes qui commencent à le pratiquer. Alors justement, c'est là que je voulais venir à 2 exemples de grands groupes qui pratiquent le niveau avancé que j'appelle de partage B2B. Par exemple, il y a 7 entreprises, Seb, Legrand, La Poste, Pernod Ricard, donc assez hétéroclite de 7 secteurs différents, qui pratiquent ce qu'on appelle le client partagé. L'idée, effectivement, c'est de se projeter dans l'avenir en 2030 et de dire quel sera l'habitat de demain. Et en fonction de ça, on essaie de co-créer des solutions ensemble. Parce que le client demain sera partagé. Et là, j'ai une statistique qui va vous époustoufler. Selon McKinsey et compagnie, en 2025, les frontières entre secteurs vont s'effondrer. Et il va y avoir des écosystèmes intersectoriels qui vont représenter 60 trillions de revenus, soit 1/3 des revenus totaux de tous les groupes du monde. En d'autres termes, il y a 1/3 des revenus de votre secteur va foutre le camp, si je peux me permettre, et aller en fait dans ces écosystèmes intersectoriels. Et c'est là qu'effectivement le concept de client partagé devient intéressant, que ce soit dans le secteur de mobilité ou de santé, où effectivement plusieurs acteurs doivent venir ensemble pour partager le client. J'ai une autre question. Finalement, ces écosystèmes d'économie de partage, est-ce qu'ils doivent être initiés par l'entreprise, par l'État, par les régions? Enfin, qui finalement est le meilleur marieur de tout ça? Alors, parmi les centaines d'exemples que je cite dans mes rapports, il y en a un peu de tout. Des fois, ça peut être, dans le cas d'exemple que je viens à peine de citer, c'est une entreprise de design qui s'appelle InProcess qui joue le rôle de facilitateur. Parce que dans cet écosystème, alors Marco Ianzetti, qui est le prof de Harvard, qui a écrit beaucoup sur les écosystèmes, a inventé ce concept de Keystone Advantage. Keystone, c'est le linchpin, c'est le cœur de l'écosystème, qui en fait maintient l'intégrité de l'écosystème. Et ça peut être, par exemple, et cet acteur doit être neutre et crédible. Par exemple, ça peut être Allianz, par exemple. Allianz peut-être jouer ce rôle, par exemple, potentiellement. C'est ce qu'on fait ce soir. Parce qu'effectivement, une entreprise qui essaie de jouer ce rôle-là, les autres entreprises vont être un peu méfiantes. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui est objectif et neutre. Donc, ça peut être une boîte de conseil. Hier, j'étais à Nantes. Ça s'appelle Solutions et Éco. C'est l'agence de développement économique qui joue ce rôle-là. Régional, voilà. D'accord. Okay. De façon neutre. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment... alors, puisqu'on est dans une phase de politique, et ce que j'ai repéré, et c'est encore plus fascinant, c'est que vous allez entendre parler beaucoup de ça. Il y a des maires de villes qui vont lancer ce genre d'écosystème. Il y a des présidents de régions qui vont lancer ça bientôt, en 2022. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de leur couleur politique, vous connaissez bien le spider graphic. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont tirer l'impact soit du côté économique, par exemple création d'emplois, ou du côté social, ou du côté écologique. Ah, okay. Mais ce que je n'ai pas encore vu, c'est le triptyque encore. Et c'est là peut-être une opportunité pour Allianz pour créer des écosystèmes de partage qui répondent à ces 3 volets. Exactement. Okay. Voilà. Merci Navi. Merci. Vous pourrez bien sûr échanger lors du cocktail et plus tard avec Navi.
Merci. Merci.